Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce grand plateau, cette émission consacrée exclusivement à l'an 1 du gouvernement Samalou Kondé. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, vous avez vu défiler sur ce plateau les différents membres de l'exécutif national. Eh bien, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Monsieur Christophe Lutundula Apala Apala. Bienvenue, Monsieur le vice-premier ministre. Bienvenue, Madame la journaliste. Merci beaucoup. Conforme? Je tiens toujours. Monsieur le vice-premier ministre, une année déjà, depuis que vous chapeautez la diplomatie de la République démocratique du Congo, plusieurs tracas, des diplomates impayés, des corps des diplomates qui traînent dans les morgues et jamais à rapatrier dans leur pays. Une bien triste description de notre diplomatie. Qu'avez-vous fait depuis que vous êtes là? Bien, je commence par le plus simple. À la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun corps dans aucune morgue, dans aucun pays, à travers le monde. Je voudrais qu'on m'en informe et soyez certains que j'agirai immédiatement. 2. Je le dis souvent, moi je n'ai pas l'habitude de faire des procès, mais le constat il est là. Nous avons hérité d'une situation, je n'ose pas avoir peur de termes, catastrophique, et vous l'avez décrite. Parce que je ne pense pas qu'en quelques mois, même pour le chef de l'État qui est à la 4e année, on peut creuser les trous que nous avons trouvés. C'est un héritage lourd et nous essayons de faire de notre mieux pour le solder et amorcer le tournant du changement. Qu'est-ce que nous avons fait? Grosso modo, de l'arrivée au mois de septembre l'année dernière, j'ai soumis au gouvernement une feuille de route qui comprenait une série d'initiatives, une série d'actions que nous devrions mener aussi bien sur le plan administratif, le plan, si vous voulez, des finances, des contentieux financiers, comme je le dis, que sur le plan diplomatique. Et donc, nous avons avancé. Concrètement, ça veut dire quoi? Commençons par le personnel. Les arriérés des salaires. Les arriérés des loyers. Attendez, ici, le loyer des chancelleries et le loyer des diplomates. Les arriérés liés aux frais, aux charges sociales. Par exemple, ce que vous avez dit, vous avez parlé des corps que nous avons trouvés dans les morts. Il y en a qui ont fait pratiquement plusieurs années. Wow. Je crois qu'il y a même un cas de 9 ans. Il y a les frais de rapatriement, parce qu'il ne suffit pas d'échanger, on y reviendra, il faut rapatrier la famille, le diplomate. En tout cas, il y a toute une série de charges financières, d'obligations auxquelles il fallait faire face, sans compter les cotisations au niveau des organisations internationales, africaines, système des Nations Unies et j'en passe, auxquelles le pays, ça encore, c'est un problème. Le pays appartient. Et dans un premier temps, nous avons créé, quand je dis nous, le ministre des Finances, le ministre du Budget et moi-même, nous avons mis en place une commission chargée d'étudier les contentieux financiers, comme je le dis. La commission chargée également de proposer des solutions pour vider ces contentieux-là. Nous avons mis en place une autre commission chargée de la problématique des passeports. On y reviendra. Et la commission de contentieux financier a évalué l'ardoise à plus ou moins 300 millions de dollars. Si vous y ajoutez l'ardoise des euros, l'ardoise des francs CFA,
arrondi et converti en dollars, ça vous fait vers 380 millions de dollars. Voyez la gravité de la situation. Et dans un premier temps, vous allez dire que c'est une goutte d'eau dans un océan de problèmes. Le gouvernement a décidé immédiatement de débloquer 10 millions pour qu'on commence. Parce que nous avons demandé à la Commission de dégager, si vous voulez, un point de départ, le minimum indispensable. Et avec ça, au moment où je vous parle, les arriérés des loyers pour le dernier trimestre 2020, on va continuer avec les 2020, mais on est parti de là pour monter. Pour 2021, 2022, il y a les missions diplomatiques pour lesquelles on a même payé anticipativement. C'est déjà payé. Je vais faire un bémol par la suite. Les salaires pour cette période, c'est déjà payé. Le bémol que je fais, il est le suivant. Parce que les diplomates qui m'attendent vont dire, mais le ministre raconte des histoires. C'est que nous avons des problèmes techniques. Allez, tenez. Il y a des missions diplomatiques dont les diplomates ont contracté des bails, des baux plutôt, avec des bailleurs qu'ils payaient directement. Les règles de gestion de finances publiques ne nous autorisent pas à sortir de l'argent à remettre aux diplomates pour payer à leurs bailleurs. Il faut passer par le circuit bancaire. Et là, il y a un problème précis qui se pose actuellement. Les bailleurs disent, oui, mais quand vous passez par le circuit bancaire, nous n'aurons pas nécessairement le montant convenu. Parce qu'il y a des retenues, il y a le risque d'échange et tout ce que vous voulez au niveau du circuit bancaire. D'autres situations, il y a des compatriotes diplomates qui, menacés à l'époque, ont sorti de leur poche de l'argent pour payer. Et ils nous disent, oui, d'accord, on suit les règles de gestion des finances publiques. Mais ça passe dans le compte de mon bailleur. Quand est-ce qu'il va me remettre l'argent? Il y a toute une série de petites questions comme ça. Et puis la banque centrale a ses procédures. Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, et moi-même, nous avons cherché de procédures. Et finalement, il a décidé de passer par le BCECO. Là aussi, il y a des règles de procédure à suivre. Et ce qui fait que dans certains cas, c'est des bémols que je fais, je n'ai pas la langue de bois et je ne suis pas là pour chercher des applaudissements. Dans certains cas, il y a des décalages, il y a de retard. Un cas précis, notre représentation permanente à Genève, ça fait plus de 2 mois que déjà à mon niveau, tout a été fait pour apurer tout. Mais je vous dis, jusqu'au moment où je vous parle, là-bas, en Suisse, l'argent n'est pas encore tombé dans le compte. Et là, il y a des petits problèmes. Donc, les diplomates qui m'entendent comprennent ce que je dis. Mais du point de vue du ministère des Affaires étrangères, tout a été fait, les finances, le budget, mais nous sommes dans ces petits problèmes-là. Bon, à part les loyers, parce qu'il y en a tellement beaucoup, on a beaucoup de représentations à travers le pays. Oui. Ils ont un problème de charroi automobile qui ne vient toujours pas. Oui. Et puis, on se pose la question, finalement, si on ne sait pas vraiment faire face, est-ce que c'est important qu'on continue à avoir des représentations dans différents pays? Et si on ne pouvait pas, on peut ne fût-ce retenez bien la question, retenez bien la question à la gorge. On y reviendra. Une question est de savoir s'il faut continuer avec le nombre de représentations diplomatiques et de postes consulaires actuels. C'est une question importante. Une autre, elle est inévitable, est de régler le contentieux financier dont je parle. Il est là, il est réel, il est liquide, il est exigible. Vous comprenez? Le charroi automobile, j'ai déjà dit ça, mais bon, l'occasion est là. Je répète pour qu'on se comprenne. Lorsque nous sommes en Italie, l'année passée, d'un mot, le président de la République lui-même a constaté le problème des charrois automobiles. Et debout, devant une conférence, à la sortie, il a instruit Nicolas Kazadi et moi-même de tout faire pour que chaque mission diplomatique ait 2 véhicules, on appelle les limousines, des voitures de luxe, une pour l'ambassadeur, une autre pour les autorités du pays qui atterrissent là-bas, et une vanne, disons, un minibus pour d'autres courses. Cela a été déjà adopté dans le plan, dans la feuille de route que j'avais
exposé au gouvernement. Nous sommes rentrés et nous sommes mis au travail avec Nicolas, après vous avoir en informé le Premier ministre. Le même problème que je venais de vous exposer. Et il s'ajoute encore un autre. On est dans le processus. Vous avez tout ce qui est exigence de marché public, parce qu'on ne va pas acheter un véhicule de l'État comme si on achetait son propre véhicule. Sur un marché, je ne sais pas lequel, il y a la Direction générale des marchés publics qui doit autoriser. Je vous épargne de tout ça parce que le temps nous est compté. Et un premier lot a été commandé et l'argent a été débloqué. BCECO peut le témoigner. 3 millions de dollars pour environ, je crois, 12 missions diplomatiques. Deux problèmes. Le premier, c'est toujours le circuit bancaire, je vais expliquer. Le troisième, il est plus compliqué. Par le fait du Covid-19, l'industrie automobile a fonctionné au ralenti. Là, on fait de montage, il faut des pièces détachées. Là, on fabrique, il faut fabriquer le véhicule. Et ça demande maintenant de délai. Un cas précis, parce que vous avez parlé de l'Italie. Ça fait pratiquement depuis le mois de janvier qu'on a passé la commande. Du côté des Mercedes, on nous dit oui, mais il faut environ 6 mois. Et la situation, je répète, nous essayons de négocier, de nous battre pour que le véhicule soit disponibilisé. Mais vous pouvez vérifier, Madame la journaliste, au BCECO, de 3 millions ont été débloqués et nous continuerons. Les maisons, les immeubles, de manière générale, c'est-à-dire la chancellerie, la résidence de l'ambassadeur et pourquoi pas les bâtiments pour loger nos diplomates. Le président a donné l'instruction. Je parle du président parce que souvent on ne comprend pas, on passe du président, le président. Non, non, il faut restituer les faits dans leur vérité. Toujours l'exemple de l'Italie, parce que ce sont des faits réels. Nous étions là. Il voulait aller rendre visite à notre chancellerie. Moi, je dis, Monsieur le Président, là, c'est un petit appartement. C'est ça que nous avons trouvé, ça ne sert à rien de partir. Il a ordonné. Là, nous sommes maintenant dans la procédure des marchés publics. Donc, nous pouvons comprendre. Donc, le mécanisme est en... Je vais vous dire un cas, s'il vous plaît, qui est très important. Nous arrivons aux affaires, commencé par le président Tshisekedi et le gouvernement de Sama Lukonde. À New York, on sait ce que c'est que la représentation diplomatique à New York, la mission permanente. Les comptes bloqués depuis 8 mois, s'il vous plaît, pour cause une dette de la SNEL, c'est l'affaire Fonds-Vautour. Il y a une société hémisphère qui a racheté les dettes de la SNEL. Et ça n'a pas été, la société n'a pas été désintéressée. On était à 28 millions de dollars. Bloqués. On s'est mis dans l'affaire. On passe là-bas avec les chefs de l'État en septembre. Les instructions sont données. Je vous informe que depuis hier, nous avons gagné. Pendant la semaine, nos diplomates à New York auront leur argent bloqué en banque pendant 8 mois. Nous l'avons fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Monsieur le vice-premier ministre, justement, c'est une bonne nouvelle pour la diplomatie de notre pays et surtout pour les ambassadeurs résidant aux États-Unis. Mais parlons de la diplomatie en général. Quel est le regard que les étrangers ou que l'Occident porte sur la RDC aujourd'hui depuis que vous êtes vice-premier ministre? Nous avons gagné. En diplomatie, comme dans les relations de manière générale, ce sont les relations entre les individus, la crédibilité, la visibilité, ce sont des atouts. C'est une richesse. Nous avons trouvé le Congo en quarantaine. Je n'ai pas l'habitude de remuer le couteau dans la plaie. Mais ça, c'est l'histoire. Chaque peuple grandit lorsqu'il s'assume, quelle qu'ait été son histoire. Et il fallait rapidement envoyer des signaux, dire à la communauté des nations que le Congo est là, c'est un peuple fort, c'est un pays fort, c'est un espace de richesse, un espace de vie depuis le XVe siècle. Et cet espace existe, il faut compter avec. C'est comme ça que le président a pris son bâton de pèlerin et il a fait le tour. La crédibilité, oui, il y a une crédibilité aujourd'hui. Le président était à l'Union africaine. Nous avons des performances économiques. Je suis certain que le ministre des Finances, s'il n'est pas passé, s'il est passé, il doit l'avoir dit ou il le dira. Nous sommes crédibles. On nous parle. On ne nous fuit pas. Nous ne sommes pas à quarantaine. C'est extrêmement important parce que, ne disons pas les choses aux Congolais,
Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique. Nous ne sommes pas la Chine. Nous ne sommes pas la France. Nous ne sommes pas ceux qui décident de l'avenir du monde. Mais à tout le moins, on sait... Mais on n'est pas faible. Comment? Donc, on est faible. Ce n'est pas un vice. Vous savez, quand on s'affaiblit, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est l'occasion de se renforcer. Il ne suffit pas de tomber. Encore faudra-t-il se relever. C'est ce que nous sommes en train de faire avec le président Tshisekedi. Et donc, la faiblesse, si on croit qu'on n'est pas faible, on ne vit pas. Il n'y a que ceux qui ne vivent pas, qui ne sont pas faibles et qui ne sont pas forts. Donc, ce n'est pas un problème. Ce que nous faisons, et c'est ça l'essence de votre question, il faut que le compatriote comprenne. On dit le président il circule, on biaise, on dit n'importe quoi. Mais on fait partie d'une communauté de nations. On appartient à des organisations internationales. On a des richesses, hélas, qui ne sont que naturelles. Il faut qu'elles soient liquides. Il faut en optimiser l'exploitation. Nous n'avons pas de capitaux. C'est très vrai. Et nous sommes obligés de circuler, de vendre notre pays, vendre pas dans le sens négatif ce qu'il est, et de dire aux gens, comme le président l'a fait, nous avons des amis traditionnels, on ne va pas y renoncer, mais nous avons besoin d'autres amis à travers tous les continents. Et venez, partenariat gagnant-gagnant. Le peuple là, le peuple doit travailler. Justement, c'est ce que vous avez fait en une année. Le président a voyagé plusieurs fois. Et la RDC a participé ou participe, assiste dans des conférences internationales. Nous sommes membres dans des organisations régionales, des organisations régionales et sous-régionales. Et nous venons d'ailleurs d'être présidente de l'Union africaine. Mais qu'est-ce que tout cela nous apporte de concret? Oui, je comprends votre question. Mais attention, je risque de me répéter. La première chose, la visibilité. Elle est importante. On ne parle qu'à quelqu'un que l'on connaît, que l'on voit. La deuxième chose, la crédibilité. La troisième chose, l'espace de liberté pour parler et d'action. Et la quatrième, la participation, quel qu'ait été le niveau, au leadership, je ne dis pas mondial, c'est trop prétentieux, au moins africain, et dans notre sous-région, dans les communautés auxquelles nous appartenons. Ça n'a pas été le cas dans le passé. Et donc, il y a maintenant des opportunités de partenariat, parce que nous existons. Il y a maintenant des possibilités de poser nos problèmes. Allez, tenez, nous sommes membres de la communauté de l'Afrique de l'Est il y a quelques semaines. On peut dire quelques mois, mais disons quelques semaines, ça peut être 10-20. C'est un espace de commerce. C'est un espace d'échange. C'est un espace de dialogue, même avec ceux que nous considérons comme des pays qui ne sont pas favorables. Et ce n'est pas pour rien que le dossier chaud que nous avons trouvé de l'Est, insécurité, terrorisme, pillage, massacre en masse, violation des droits de l'homme, aujourd'hui, ce dossier est pris en main par cette nouvelle communauté, qui est l'une des communautés les plus viables en Afrique. C'est le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale qui vous parle. Et vous savez qu'il y a eu 8 avril, il y a eu 21 avril, il y a eu l'accord qui a été dégagé avec deux perspectives, on va en parler, politique et militaire. Et nous sommes dans cette perspective acceptés par l'Union africaine, acceptés par les décideurs de ce monde, qui soutiennent. Vous avez suivi il y a quelques jours ce qui s'est passé à la MONUSCO il y a 48 heures. Des déclarations, des intervenants sur la place publique internationale, des intervenants sur la table de la décision. Voilà. Donc, le Congolais doit le savoir. Mais malheureusement, monsieur le vice-premier ministre, cela ne met pas fin à la guerre à l'Est. Dommage. Attendez un peu là. Mais ce que je veux dire, madame, parce que peut-être que vous allez parler de cela, nous signons des accords, nous parlons avec la communauté internationale pour tracer la voie à l'éclosion de talents, des intelligences, bref, des dynamismes nationaux dans tous les secteurs de la vie nationale. En clair, c'est-à-dire, il ne suffit pas que le gouvernement, quel qu'ait été le pays, signe, parle, encore faudra-t-il que le citoyen eux-mêmes s'assument, travaillent
Travaillons, prenons de la peine, c'est le fonds qui manque le moins. Et là, je regarde tout droit dans les yeux les opérateurs économiques, la société civile. Nous avons signé des accords. Qatar, Émirats Arabes Unis, Turquie, je ne sais pas encore là, le Rwanda aussi, l'Ouganda. Il y a beaucoup d'accords qu'on a signés. L'État est un grand consommateur des capitaux. Nous avons des projets publics, les infrastructures, le port, les aéroports. Mais lorsqu'on arrive au niveau des échanges commerciaux, ça, ce n'est plus l'État. Ce sont les entrepreneurs. Ce sont des citoyens qui cultivent le coton, qui produisent l'arachide, des citoyens qui produisent le riz. Et à tous les niveaux, je n'ai cessé, comme ministre des Affaires étrangères, de lancer cet appel. Et pourquoi ne pas commencer d'abord par sensibiliser à l'interne avant d'aller signer ces différents... On le fait. Mais parce que si on le fait réellement, nous, on est ouverts, oui. Mais nous ne faisons que consommer ce que les autres nous emmènent. Mais nous-mêmes, on n'arrive pas à produire pour justement vendre aussi aux autres. Je pense que ces différentes adhésions, c'est beaucoup plus profitable pour les autres que pour la RDC. Quelle lecture faites-vous? Je comprends ce que vous voulez dire. Mais nous ne pouvons pas dire, on croise les bras, les autres s'organisent, nous attendons, quand nous serons forts, quand nous allons produire des tonnes et des milliers, encore que nous produisons aussi d'autres choses. Les produits miniers existent, il ne faut pas oublier ça. Hein. Il y a aujourd'hui l'affaire du cobalt, on y reviendra peut-être. Nous devons aller dans les deux sens. Premier niveau, le niveau interne, créer les conditions de travail, inciter les hommes d'affaires, attirer les investisseurs. Deuxième niveau, c'est nous intégrer dans des dynamiques économiques régionales. Les CAF, CEAC, SADC, nous ne pouvons pas éviter ça. Le cas que je vous ai cité, nous savons que tout le cordon Est a des affinités culturelles, linguistiques, commerciales, des mouvements commerciaux, avec les pays, par exemple, de la communauté de l'Afrique de l'Est. Sur 6 membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, il y en a 4 qui ont une frontière commune avec la RDC. De deux choses l'une. Ou bien nous nous intégrons dans la dynamique et on essaie de capter, optimiser les opportunités, les mécanismes de gestion commune, ou bien nous disons, on s'isole, on laisse le commerce informel se poursuivre. Vous voyez? Donc il faut faire des choix qui sont clairs. Quand je parle des opportunités extérieures, je n'exclus pas ce que nous devons faire. Je n'évite pas, je n'élude pas nos responsabilités. C'est pour ça que je lance un appel à tous les Congolais pour qu'on travaille. C'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Hein. Voilà. Nous allons changer de chapitre. Nous allons quitter les échanges commerciaux pour parler des relations avec d'autres pays, nos voisins. Quelles sont les relations aujourd'hui avec l'Angola, que nous savons qu'il vient de polluer la rivière Kasaï, le Rwanda et d'autres. Quelles sont les relations actuellement? Ce sont les relations normales. C'est-à-dire? Avec le voisin. C'est-à-dire que nous essayons d'éviter le plus possible les tensions. Et c'est la ligne de conduite du président. Il a dit à la conférence diplomatique, c'est une des options. Nous n'allons pas redécider la carte de l'Afrique. Ni nous, ni nos 9 voisins. Ça, c'est clair, comme de l'eau claire. Il faut assumer. Il faut assumer sa géographie. Assumer sa géographie, ça signifie ceci. Et c'est l'appel que le président a lancé à tous ses homologues de la région. Éviter le plus possible des occasions, des risques, des tensions. Assumer, ça veut dire ceci. Prendre des initiatives pour conduire des projets communs, des initiatives communes, des projets économiques et sociaux, des initiatives de sécurité commune. Et le président de la République, le premier diplomate, fait tout, le gouvernement avec lui, pour que la balle ne soit pas dans notre camp, qu'il n'y ait pas la faute. Mais il a dit lui-même, sans naïveté ni faiblesse, avec toute la rigueur du scientifique et toute la vigilance du soldat qui est au front. En effet, les relations entre les nations, à travers des siècles, ont toujours été des relations de puissance,
de relations de domination. Et nous, on nous domine souvent. Comment? Et nous, on est souvent dominés, malheureusement. C'est l'impression que ça donne, en fait. Nous devons travailler pour éviter ça. Et là, c'est un combat permanent. C'est pas, même les grandes puissances des États-Unis aujourd'hui et la Chine, les grandes puissances économiques, militaires, vous avez la Russie. Ils travaillent, ils semblent, mais la vigilance est là. Et quand quelqu'un a l'occasion de donner un petit coup, il donne. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas naïfs, mais nous n'allons pas vous dire, en tout cas pas le ministre des Affaires étrangères, que nous allons agresser, nous allons vivre de conflits. Le président a été clair. Aucun pays de la région ne peut penser qu'il va continuer à granger des dividendes dans les relations avec les autres en attisant de feu, en soutenant le groupe rebelle, jusqu'à même soutenir, j'ose le dire, à travers ce groupe aussi, les éléments terroristes qui s'infiltrent dans ce groupe. C'est une erreur. Et partout dans le monde, c'est comme ça. Donc, vous avez cité des pays précis, il y a souvent des problèmes. Mais ce qu'il faut, il faut le résoudre sans faiblesse ni naïveté. Je répète les paroles du président. Et nous devons reconnaître que. Des négociations ou Comment? Il y a déjà un début des négociations où nous allons. Négociations avec qui, vous voulez dire? Avec d'autres pays comme l'Angola. L'Angola qui a pollué la rivière Kassai. Le dossier on va passer sous silence. Le dossier a été traité et il est toujours là. Je n'ose pas vous dire qu'il a été soldé. Et nous avons eu une commission mixte avec l'Angola. On a passé en revue toutes ces questions. Nous sommes dans la phase d'exécution des conclusions de la commission mixte. Et nous aurons bientôt la commission mixte. Elle ne fait pas de la diversion, par exemple avec l'Afrique du Sud, par exemple, je crois avec la Zambie, parce qu'il y a un problème de frontières. Oui. Donc, nous traitons ces problèmes-là. Je n'aime pas parler de négociation avec beaucoup de gravité. C'est comme si nous étions en conflit. Non. Nous traitons de nos problèmes et nous avons aussi, il ne faut pas oublier, des cadres institutionnels régionaux, c'est-à-dire toutes ces communautés, la CEAC, la SADC, communauté de l'Afrique de l'Est, pour citer le plus connu. Je ne parle pas du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Il y a des espaces de dialogue et des espaces d'action commune, de partage de destin. Nous les exploitons le plus possible, mais encore une fois, je répète toujours ça, sans naïveté ni faiblesse. Et c'est là que je regarde toujours envers des compatriotes. On ne nous fera pas de cadeaux, c'est très clair. Mais sont respectés dans ce monde que le puissant. Et Houphouët-Boigny a dit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Monsieur le vice-premier ministre, parlons de la MONUSCO. Les contacts sont clean aujourd'hui. Elle partira pas? La MONUSCO partira. Je suis fondé à vous le dire. L'horizon, c'est 2014. Il y a une résolution du Conseil de sécurité. 2014 ou 2024? De 2024. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il y a une résolution de la MONUSCO, du Conseil de sécurité, retrait, responsable, progressif. C'est bien dit. Et nous avons, sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, je crois l'année passée, vers la fin de l'année, au troisième trimestre, nous avons eu, après que la résolution a été prise, nous avons eu des discussions avec la MONUSCO et nous avons, je l'appelle comme ça, un contrat de transition avec des éléments de chaque secteur qui doivent être mis en mouvement. Étant entendu, bien sûr, que ce que nous avons convenu avec la MONUSCO part, c'est très important, du programme du gouvernement. En clair, d'ici 2024, qu'est-ce que la RDC veut obtenir encore de la MONUSCO? Y a-t-il des secteurs pour lesquels on a besoin encore de la MONUSCO pour faire quoi? Et ça, c'est nous qui devons définir. Vous avez des réformes institutionnelles, par exemple la justice, par exemple l'armée, par exemple la police. Vous avez des réformes au niveau des élections. Et là, c'est la CENI qui dit j'ai besoin de ça, 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 ça. Et on peut étendre ça dans plusieurs domaines de la vie. Donc, le cap est fixé. Nous travaillons pour que ce cap soit respecté parce que le président l'a dit. Nous devons apprendre à nous prendre en charge. Regardez,
il y avait les Nations Unies en Angola. Lorsque l'Angola a décidé de se séparer des Nations Unies, oh, qu'est-ce que je raconte là, l'Angola est membre des Nations Unies, a décidé de remercier les Nations Unies. Et toutes les Nations Unies sont parties, l'administration est partie, l'Angola s'est prise en charge, il a avancé. Voilà, donc nous ne pouvons pas nous plaire tout le temps ou nous complaire de la présence des Nations Unies. Vous savez, il y en a qui disent, quand vous arrivez dans un pays, la première chose à faire, vous regardez combien de bureaux de Nations Unies s'y trouvent, combien de véhicules de Nations Unies, et vous prenez déjà la mesure du niveau de progrès économiques, sociaux et politiques de ce pays-là. En fait, vous savez déjà, non, ici, il y a une crise. Et donc, ça va partir. Et surtout que la RDC a le plus grand contingent de Nations Unies. Est-ce qu'on va se débarrasser d'eux directement ou ça sera petit à petit? 2024, ils partiront totalement ou partiellement? Nous nous battons pour qu'il en soit ainsi, étant entendu, bien sûr, que ce n'est pas un divorce. Nous sommes aux Nations Unies. Nous sommes membres des Nations Unies. Il y a beaucoup de domaines de coopération. Ça veut dire tout simplement ceci. Les Nations Unies, telles que nous la voyons à travers la MONUSCO, ça va s'arrêter, mais les Nations Unies, à travers ces organismes et ces agences spécialisées, nous allons continuer à travailler comme d'habitude. La politique d'ouverture impulsée par le président de la République, à l'extérieur du pays, les diplomates aussi sont aptes à suivre le pas? Bon, ne me demandez quand même pas de venir vous parler des casseroles de mon ministère. Mais un tout petit peu quand même, pas de cachotterie. Mais écoutez, je vous mentirai, et ce n'est pas sérieux en vous disant, c'est blanc comme neige, que c'est les meilleurs du monde professionnel. Chaque ministère, chaque famille a ses problèmes, nous essayons de les résoudre. S'agissant du personnel, je rappelle que dans la feuille de route que j'ai présentée, que le gouvernement a adoptée, il est prévu la réforme de l'administration du ministère des Affaires étrangères. Et je le dis dans mon intervention liminaire, en introduction du président, qu'il y avait le logiciel de gouvernance administrative qu'il faut aujourd'hui, sinon remplacer à tout le moins, adapter. La commission est en train de se mettre en place. C'est une résolution aussi de la conférence diplomatique. 2, vous suivez parce que vous êtes des médias, vous êtes professionnels des médias, vous êtes à la RTNC, il y a des nominations qui vous tombent à jet régulier, pas plus qu'il y a 48 heures, ça a été fait. Et là, on essaie de remplacer. Parce que n'oubliez pas, et n'oublions pas, qu'il y a un problème. Le premier de lequel, il ne suffit pas, je l'ai dit, de remplacer, fût-il par des meilleurs. Il faut, 1, répondre aux besoins de rapatriement, 2, ne pas le condamner à la retraite anticipée, c'est-à-dire voir comment recaser les gens. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on vient de créer au ministère la cellule de stratégie qui va recevoir tous les anciens ambassadeurs en attendant les affectations futures, parce qu'il y a le principe de la rotation, et qui vont faire l'intelligence diplomatique du gouvernement au sein du ministère. Donc ça, nous sommes en train d'aller graduellement en tenant compte de tous ces paramètres. Et même le recentrage de la représentation diplomatique, on y réfléchit et il faut aller graduellement. Hâtons-nous lentement vers le recentrage de la représentation diplomatique et de postes consulaires. Voilà. Parlons à présent du passeport qui est devenu aujourd'hui un véritable casse-tête pour la population. Il y a un désordre total dans la chancellerie. Où est-ce que vous en êtes? L'autre fois, vous avez tapé du poing sur la table, ça a été résolu. Est-ce que le passeport s'achète à combien en RDC? 90 $, 200 $, 99 $? Donnez-nous les prix, monsieur le vice-premier ministre. Alors, je commence par, vous avez terminé. Je ne le fais pas par formation, je suis juriste, mais parce qu'il faut te traiter comme le magistrat que j'étais, pied sur table. J'ai ici l'arrêté. C'est un arrêté du 30 décembre 2021. Le prix, il est de 99 $. Eh bien, je mets tout le monde au défi de me produire un reçu d'un paiement qu'il a fait à la banque, c'est parce que c'est à la banque qu'on paye, qui dépasse 99 $.
Ça n'existe pas. Si on me produit ces reçus-là, je dis, je vais sanctionner immédiatement. Ça, c'est une vérité, elle est incontestable. Le prix est de 99. Quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il y a des ambassades qui augmentent et tout ça. J'ai fait des instructions. J'ai dit à tout le monde, si cela arrive, portez le fait à ma connaissance, je vais agir. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est un problème. Je l'ai déjà dit. Vous remplissez votre formulaire en retard. On vous dit de venir après 4-5 jours, même une semaine, même parce que même en Europe, il y a des fois, vous voulez, parce que après Europe, parce que ce sont des pays avancés, vous voulez avoir un passeport, on dit vous avez le passeport dans 3 semaines. Mais vous voulez avoir le passeport demain pour partir après-demain. Et vous faites des choses qui sont inacceptables moralement. Vous payez, vous vous faites rançonner. J'ai dit aux compatriotes, ayez de la patience, ne faites pas ça. C'est ça le vrai problème. Et on nous dit, à tel service, quand on doit valider le formulaire, il faut Évidemment, aller payer. Non, oui. Moi je suis le ministre des Affaires étrangères et en charge des passeports. J'applique les règles et je veille à ce que ces règles soient appliquées. Si je commence à faire le fineur et en prêtant des intentions et en disant n'importe quoi, on va dire, mais les ministres racontent des histoires, qui viennent prouver. Je vous parle comme ancien magistrat, qui viennent prouver. Et c'est ça le problème. Pour ce point précis, je sais que la loi de l'offre et de la demande joue parfois en défaveur de requérants de passeports. Mais s'il vous plaît, nous travaillons à ça. Parce que vous avez parlé de passeport. Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Il y a des compatriotes qui ont payé l'argent. Avant, c'était, je crois, 100 quelques. Capturés. Mais les éléments d'identification ne sont pas arrivés ici. L'argent non plus n'est pas arrivé. Et on ne leur donnait pas de passeport. Je dis, mais tiens, il y a une règle d'or dans l'administration, même dans la vie privée. Nul ne peut être écouté quand il évoque ses propres turpitudes. Et en droit, on dit, pater legem form feciste. Vos propres lois, vous devez les respecter. Et j'ai dit au Premier ministre qui a dit, vous avez raison, tous ceux qui ont été capturés, qui ont payé, on donne les passeports. En Afrique du Sud, nous avons donné plus de 500 passeports. En France, on est presque à la fin de cette opération. Et nous continuons. Et je demande à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, qui ont payé et à qui on n'a pas donné le passeport, de dénoncer. Ça, c'est une situation que nous avons trouvée, on y remédie. Maintenant, où est-ce que nous en sommes? Normalement, avant le mois de septembre l'année passée, 6 mois avant, parce que le contrat Locosem arrivait à échéance, il fallait lancer un appel d'offres pour adjuger un autre producteur de passeports. Ça n'a pas été fait. Et quand j'arrive, Locosem continue. Et quand j'arrive, je trouve un contrat à temps, comment je peux dire, un contrat de transition pour boucher le trou. Mm-hmm. Comme on n'a pas lancé l'opération 6 mois avant, en septembre, nous n'avions pas de choix, Nicolas Kazadi et moi. Nous avons reconduit, nous avons fait l'avenant. Avec cette différence, et c'est très important, quand on négocie le contrat, le pont là, l'argent qui était destiné au ministère pour les primes des agents de l'administration, on a supprimé. Je ne sais pas trop comment on a raisonné. Lorsque nous passons de 100 quelques dollars à 99, il n'y avait plus rien qui était donné au ministère. Les problèmes administratifs ont commencé parce qu'il y a des charges. Les passeports sont émis ici, il faut les transporter, il faut les envoyer là, on doit les donner. Nous négocions le nouveau contrat, l'avenant. On a dit, après on doit laisser, il faut restituer. Évidemment, on n'a pas restitué les 11 millions, les 11 dollars s'il vous plaît. On a restitué 9 dollars. Et au moment où je vous parle, depuis qu'on a signé l'avenant jusqu'à aujourd'hui, les 9 dollars sont en train d'être payés. Voilà un résultat que nous avons obtenu. Ça a aidé en quoi? Et cet argent, passé aux affaires étrangères, ce sont les agents qui gèrent cet argent-là. Le syndicat, je leur ai dit, allez vous proposer une répartition, vous me l'amenez et je l'homologue. Ça nous a permis maintenant de payer un crédit qui a été donné par Sofibank, si je ne me trompe pas,
pour payer les véhicules que vous voyez aux affaires étrangères. Les bus, le Hyundai, pour le personnel, notamment les directeurs. Lorsqu'on a enlevé cette partie, on ne payait plus. Et quand vous ne remboursez pas la banque, la conséquence est simple, les intérêts courent et ça augmente. Maintenant, on a arrêté, les intérêts ne courent plus et nous payons. Voilà. Alors maintenant là, qu'est-ce que nous faisons? On a lancé les appels d'offres en suivant toutes les procédures avec la Direction générale des marchés publics. Nous sommes à la phase suivante. Il y a eu des manifestations d'intérêt, plus de 20. Et nous avons dit, on ne va pas juger les dossiers à travers les écritures, quelle qu'en ait été la qualité et la beauté. On a envoyé des missions partout. Vous dites, vous pouvez produire les passeports, où sont vos installations, comment vous faites. Et au moment où je vous parle, la dernière mission est en train de quitter l'Europe pour revenir. On va faire maintenant l'examen et on va faire une short list. Et tout cela, il y aura un rapport fait au gouvernement. Nous allons travailler et nous travaillons dans la plus grande transparence. Il y a une commission chargée des sports qui comprend la primature, les affaires étrangères, le ministère des Finances et le ministère du Budget. Voilà où nous en sommes. Donc, je peux dire d'un mot que d'ici au plus tard la fin du mois de juillet, nous aurons adjugé un opérateur, un nouveau producteur qui va commencer à travailler à la fin de l'avenant, c'est-à-dire au mois de septembre l'année prochaine. S'il y a des choses qui ne marchent pas, mes bureaux sont ouverts. J'en appelle à la conscience de tous les Congolais. La question des passeports est tellement importante et cette émission est bilingue. Au fait, on peut le faire en français ou en lingala. J'aimerais bien que vous puissiez parler aux Congolais en lingala. Nalikambo passeport pour les penza passi. Ou la mukanaton aucune affaires étrangères, bah bien que passeport exacté, bah bien que ils aient $350, bah bien qu'ils aient $250. Motu en anglais vraiment combien? Pour na passeport, nazali na arrêté awa oyo ba ministre ya kala ba signaki tango président Tshisekedi aina kimokonzi talo ezali $99 ou $99. Nako senga Congolais nyos, Congolais nyos, oya zali na reçu na kasa ko ba pesa ki na banque a futi mbongo koleka $99. Soko ina yango zamba za koyoka ngai na kopesa etumu na kosala maso makoki po makambo wana esila. Eloko ezali bandeko biso mei. Yo oyitongo tongo, aucune affaires étrangères. Au fouti au da banque tout au lingo za passeport na yon lobby. Après lobby, yo zayo mon côté. Mais pas musuzi pa ba mindele bazaka so singi passeport ba lobby yaka dans 3 semaines. Babandi ku futi se bonbon ko oza ku futa. OK, soki na ner soki nini oza ku futa mbongo. Mais yo moko il faut au mieux que la mawa. Na koyebisa bino boy. Mikolo to changer na nobaki na français te. To bandi ko ça na mise en place kuna. To changer directeur, to pesa ki sanction ba to musu ba to pesa ki ba sanction. Donc et là, on appelle les responsabilités à Moutinho. Si on a un désordre, pour na futa mbongo kuna, ils a bien été. Et là, on na koloba. Toza kusala siko makasi, poto, tokotisa makambo ya passeport, na obalo barbato, ba ebi musala wana, numérique. Ça veut dire ceci. Des études sont faites et nous allons vite passer au travail. On va décentraliser. Aux ala, ce qu'on remplit par formulaire, on a un sac par visa et pas à Schengen par exemple, on remplit par formulaire, on a tout, on sali capture, tout organiser capture, par pression, rendez-vous. Affaire des étrangères, ils allaient en douter. Au comme on a tant vraiment, Wenze, tout qui a wapi, ce qu'on dit, mais comment il faut ici là, ils allaient sonner. Donc, toza kosala nyonso nzamba kosalisa biso pote avant tokoma na suka ya mbula oyo ekokoma makambo ya wenzete ozali siko ozali o remplir ozeli bapesi yo rendez-vous ndenge bato nyonso basalaka esika ya sérieux donc makambo ya passeport yango wana bayo bafutaki mbongo na bango avant tokoma na ministère bayoka ke dénoncer tokoza na reçu tokopesa yo passeport oyo futaki mbongo esika iso ozali. Tout le Bela Massano ya francophonie, 9e jeu à francophonie.
ekozala na RDC to ekozala te parce que Congolais akomi omituna ezalaki na date ba reporter ekomi na date kuna ba reporter kaka est-ce que ekozala to ezala te et même si ekozala wapi ekozala gouvernement na kati ya gouvernement tozali na ministère oyo azali na makambo na maboko ministère de l'intégration régionale et de la francophonie na banza na ba émission bo sala bokoyamba ndeko Didier Manzengu oyo azali ministère de la francophonie on peut se ba détail mais boye ba ti mokolo ya lelo eloko moko échanger te ezalaki reporter batindi yango kamwa musika po tozwa tango ya komilengela ndenge ekoki donc j'ai à francophonie en tout cas pour na ndenge na yebi ekozala eza musala munene esengi mbongo ebele mais toya kosala nyonso pour j'ai à francophonie ezala. Monsieur le vice-premier ministre, nous acheminons lentement mais sûrement à la fin de cette émission. En perspective, que comptez-vous faire pour placer des traces indélébiles au sein du ministère des Affaires étrangères? Mais il faut faire des réformes. Comme? Des réformes comme la restructuration administrative, des réformes comme la réhabilitation de nos missions diplomatiques, des réformes comme le renforcement des capacités des diplomates et autres agents administratifs. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont aujourd'hui l'ENA en fabrique, les universités en fabrique. Des réformes, il y a Kozongisa pour remettre en fonctionnement certaines branches spécialisées. Le COLA, par poste est attaché culturel, attaché économique, attaché militaire. Militaire, par exemple, pays Oyo, des pays qui ont des coopérations militaires avec nous. Nous devons avoir un fonctionnaire à chaque ambassade qui s'occupe des questions militaires. Nous avons beaucoup de produits, beaucoup de richesses, attachés commerciaux, à cause de la paix, n'a pas de problèmes économiques. Il faut le faire. Équipement. Le diaspora. Où vous êtes congolais et vous jouissez de tous vos droits et vous accomplissez toutes vos obligations, ou vous ne l'êtes pas, et alors en ce moment-là, on vous autorise à faire n'importe quoi parce que vous n'avez pas la citoyenneté congolaise. Diaspora, bazali bandeko, congolais lokola biso nyos. Et puis, il doit y avoir des réformes. Communication avec la diaspora. Et zaleli. Pour tout narangai, bato bapesa biso respecté. Congolais. Il y a solo responsabilité mususu, ils allaient pas au gouvernement pour tout bon ça makambo na utikoloba. Mais responsabilité mususu et pas dans bisomei. Pona nini makamusu to yokaka. To ça la procès à bande na télévision te. To mona ka bato musute ka congolais na kati. Pona nini. To mi pesa respect di banda. C'est ça qui participe aussi à l'image du pays à l'étranger. Donc, toi, Kubunda, Bolanda qui, il y a quelques mois, le président Tshisekedi, président qui, Saraki Lingoma Mokona Rotana, c'est qui va résolution. À la conférence diplomatique, ces résolutions ont été prises en compte, tout Yango dans rapport, parce que tout ça, la direction du Congolais de l'étranger. Et pour le moment, j'ai donné des instructions à toutes nos missions diplomatiques de voir comment organiser la diaspora à travers des structures de la société civile pour nous permettre le dialogue. Parce que tout sur la télé, tout sur la sikoyo, malentendu zalaka et compréhension zalaka peut beaucoup comme même dans ndenge amabe. Il faut parler. Yom tu aussi la politique, hein? Nous avons la parti politique, nous avons la parti politique, nous avons l'opposition, nous avons l'opposition. Même à Kamomusu, oui, Taliban en Mboka. Ce qu'on appelle en français le fonds commun de la nation. Et si surtout Sangana, nous devons nous parler. Pourquoi Bazaramba, mais pas une l'opposition, tout ça se parle. La même chose avec la diaspora. Donc, mon ambition, parce que le bel niveau ça là, c'est qu'au briser, comme on dit en français, glace one et à méfiance, cette sorte de spectative chien et chat, ou bien chien de faïence.
il faut briser ça et je vais prendre mes responsabilités. Le président me l'a autorisé. Dans son discours, il a dit, je charge le VPM. Parlons un tout petit peu des patrimoines, de nos patrimoines, de nos œuvres culturelles qui se trouvent en Belgique. Le rapatriement devait se faire incessamment. Ça va se passer comment? Où est-ce que vous en êtes? Bon, en quelques minutes, parce que quand je me suis rendu à Bruxelles l'année passée, j'ai rencontré ma collègue Madame Sophie Wilmex et ma collègue Madame Kittir, je crois plus le secrétaire d'État qui est chargé de cette question-là. Nous avons convenu de faire les choses de cette manière-ci. Il y a la volonté politique, elle est claire, du côté de la Belgique comme du côté de la RDC. Maintenant, il y a les aspects techniques. Il y a notamment les statuts juridiques de toutes ces œuvres-là. Simple, parce qu'on a toutes les techniques. Le sombaki, c'est différent de le botolaki. Les coûts financiers, les modalités pratiques. Na tervure ne komi anakati ya nzela so avion ibukani ou bien komi awa tuti na musée Monkwawa après un temps et baby et bungi, ce sont des aspects techniques au Sengeli. Vous m'avez amené à mélanger avec le lingala. Oui, c'est pas mal, c'est bon. Donc toutes ces questions techniques, on avait convenu de mettre en place une commission avec un point focal congolais, un point focal belge et une équipe d'experts autour de manière à préparer les modalités pratiques qui seront avalisées par les décideurs politiques. Et vous avez suivi aussi que le chef de l'État lui-même, lors d'une communication au gouvernement, a instruit le gouvernement de mettre en place cette commission chargée de cette question-là. Voilà. Monsieur le vice-premier ministre. Et peut-être aussi que, parce que le président a dit une fois qu'il ne suffit pas que les œuvres d'art reviennent ici. Encore faudra-t-il les valoriser et bien le conserver. On n'exclut pas non plus d'avoir des accords de partenariat avec d'autres institutions qui sont spécialisées dans le domaine. Monsieur le vice-premier ministre, que symbolise pour vous l'arrivée du pape et du roi de Belge en République démocratique du Congo? Vous dites du pape et du roi de Belge. Parce que ce sont des deux grandes personnalités que nous attendons. Vous le prenez tous pas les ensemble, deux. Pas ensemble. Non, on peut le prendre ensemble. On peut le prendre ensemble. Si vous le prenez ensemble, ce sont des grandes personnalités internationales qui arrivent dans notre pays. Ça rejoint ce que je vous ai dit, la visibilité et la crédibilité de la RDC. Très bien. Ça rassure aussi. Séparément, point de besoin de rappeler ici que le peuple congolais, c'est un peuple fondamentalement chrétien. Le peuple congolais, les chrétiens congolais comptent dans la balance au sein de l'Église catholique. Non seulement qu'on a vu nos compatriotes dans plusieurs manifestations à Rome, mais nous avons eu, depuis le cardinal Maloula, jusqu'à ces jours, une présence significative autour du Saint-Père. Le cardinal Mosengo, que son âme repose en paix, je m'incline devant sa mémoire, c'était mon chef, a été ce qu'il a été, une grande compétence, une forte personnalité. Il a été remplacé par le cardinal Ambongo, qui est aussi d'une autre génération, mais avec une forte visibilité. Il est autour du pape. Donc tout cela confirme notre ancrage dans la chrétienté catholique, tout cela confirme la considération que le Saint-Père a pour nous et l'espoir qu'il place sur les catholiques congolais et le Congo, qui est aujourd'hui dans des difficultés, notamment de sécurité. Et pour le roi de Belge, il y a le côté traditionnel, qui a un côté sentimental, on dit les noko, ce n'est pas ça qui est important, mais dans l'imaginaire populaire, ce n'est pas liquéfié. Deux, c'est l'intérêt aussi que du côté de la Belgique, quelles qu'aient été les tempêtes, les vicissitudes de l'histoire commune, le Congo est un partenaire qui compte. Le roi ne va pas chaque matin partout. Il est venu chez nous parce qu'il y a des liens, il y a de l'intérêt économique aussi, économique, du Congo, depuis longtemps, depuis le 19e siècle. Ce n'est pas une quantité négligeable pour la Belgique. Il va venir avec, je crois, le Premier ministre lui-même sera là, Decroix, qui est en même temps pour le moment
en charge des affaires étrangères. Évidemment, dans leur système, le roi n'a pas de responsabilité de gouvernement, il se fera accompagner par les membres du gouvernement. Il va aller à Lubumbashi, il va aller, je crois, à Goma. Vous savez ce que Goma compte dans la symbolique de l'humanitaire, dans la symbolique du sécuritaire pour notre pays. Donc, ce sont des événements importants. Il faut savoir le capitaliser et c'est ça le défi. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Christophe Lutundula Apala Pena-Apala, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous vous remercions d'avoir accepté de jouer cet exercice de redevabilité devant le peuple congolais. Et très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous l'avez sûrement constaté. Nous avons l'habitude de faire défiler devant vous les membres du gouvernement pour cet exercice de redevabilité. Et nous disons à la prochaine avec d'autres membres du gouvernement et d'autres chevaliers de la plume. Merci. Merci beaucoup. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce grand plateau, cette émission consacrée exclusivement à l'an 1 du gouvernement Sama Lukonde. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, vous avez vu défiler sur ce plateau les différents membres de l'exécutif national. Et bien, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Monsieur Christophe Lutundula Apala Pena-Apala. Bienvenue, Monsieur le vice-premier ministre. Bienvenue, Madame la journaliste. Merci beaucoup. En forme? Je tiens toujours. Monsieur le vice-premier ministre, une année déjà, depuis que vous chapeautez la diplomatie de la République démocratique du Congo, plusieurs tracas, des diplomates impayés, des corps, des diplomates qui traînent dans les morgues et jamais à rapatrier dans leur pays. Une bien triste description de notre diplomatie. Qu'avez-vous fait depuis que vous êtes là? Bien, je commence par le plus simple. À la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun corps dans aucune morgue, dans aucun pays, à travers le monde. Et je voudrais qu'on m'en informe et soyez certains que j'agirai immédiatement. 2. Je le dis souvent, moi je n'ai pas l'habitude de faire des procès, mais le constat il est là. Nous avons hérité d'une situation, je n'ose pas avoir peur de terme, catastrophique, et vous l'avez décrite. Parce que je ne pense pas qu'en quelques mois, même pour le chef de l'État qui est à la 4e année, on peut creuser les trous que nous avons trouvés. C'est un héritage lourd et nous essayons de faire de notre mieux pour le solder et amorcer le tournant du changement. Qu'est-ce que nous avons fait? Grosso modo, de l'arrivée, au mois de septembre l'année dernière, j'ai soumis au gouvernement une feuille de route qui comprenait une série d'initiatives, une série d'actions que nous devrions mener aussi bien sur le plan administratif, le plan, si vous voulez, des finances, des contentieux financiers, comme je le dis, que sur le plan diplomatique. Et donc, nous avons avancé. Concrètement, ça veut dire quoi? Commençons par le personnel. Les arriérés des salaires. Les arriérés des loyers. Attendez, ici, le loyer des chancelleries et le loyer des diplomates. Les arriérés liés aux frais, aux charges sociales. Par exemple, ce que vous avez dit, vous avez parlé des corps que nous avons trouvés dans les morts. Il y en a qui ont fait
Plusieurs années. pratiquement plusieurs années. Wow. Je crois qu'il y a même un cas de 9 ans. Il y a les frais de rapatriement, parce qu'il ne suffit pas d'échanger, on y reviendra, il faut rapatrier la famille, le diplomate. En tout cas, il y a toute une série de charges financières, d'obligations auxquelles il fallait faire face, sans compter les cotisations au niveau des organisations internationales, africaines, système des Nations Unies et j'en passe, auxquelles le pays, Ça encore, c'est un problème. Le pays appartient. Et dans un premier temps, nous avons créé, quand je dis nous, le ministre des Finances, le ministre du Budget et moi-même, nous avons mis en place une commission chargée d'étudier les contentieux financiers, comme je le dis. La commission chargée également de proposer des solutions pour vider ces contentieux-là. Nous avons mis en place une autre commission chargée de la problématique des passeports. On y reviendra. Et la commission de contentieux financier a évalué l'ardoise à plus ou moins 300 millions de dollars. Si vous y ajoutez l'ardoise des euros, l'ardoise des francs CFA, arrondi et converti en dollars, ça vous fait vers 380 millions de dollars. Voyez la gravité de la situation. Et dans un premier temps, vous allez dire que c'est une goutte d'eau dans un océan de problèmes. Le gouvernement a décidé immédiatement de débloquer 10 millions pour qu'on commence. Parce que nous avons demandé à la commission de dégager, si vous voulez, un point de départ, le minimum indispensable. Et avec ça, au moment où je vous parle, les arriérés des loyers pour le dernier trimestre 2020, on va continuer avec les 2020, mais on est parti de là pour monter. Pour 2021, 2022, il y a les missions diplomatiques pour lesquelles on a même payé anticipativement. C'est déjà payé. Je vais faire un bémol par la suite. Les salaires pour cette période, c'est déjà payé. Le bémol que je fais, il est le suivant. Parce que les diplomates qui m'attendent vont dire, mais le ministre raconte des histoires. C'est que nous avons des problèmes techniques. Allez, tenez. Il y a des missions diplomatiques dont les diplomates ont contracté des bails, des baux plutôt, avec des bailleurs qu'ils payaient directement. Les règles de gestion de finances publiques ne nous autorisent pas à sortir de l'argent à remettre aux diplomates pour payer à leurs bailleurs. Il faut passer par le circuit bancaire. Et là, il y a un problème précis qui se pose actuellement. Les bailleurs disent, oui, mais quand vous passez par le circuit bancaire, nous n'aurons pas nécessairement le montant convenu. Parce qu'il y a des retenues, il y a le risque d'échange et tout ce que vous voulez au niveau du circuit bancaire. D'autres situations, il y a des compatriotes diplomates qui, menacés à l'époque, ont sorti de leur poche de l'argent pour payer. Et ils nous disent, oui, d'accord, on suit les règles de gestion des finances publiques. Mais ça passe dans le compte de mon bailleur. Quand est-ce qu'il va me remettre l'argent? Il y a toute une série de petites questions comme ça. Et puis la banque centrale a ses procédures. Nicolas Kazadi, le ministre des Finances et moi-même, nous avons cherché de procédures. Et finalement, il a décidé de passer par le BCECO. Là aussi, il y a des règles de procédure à suivre. Et ce qui fait que dans certains cas, c'est des bémols que je fais, je n'ai pas la langue de bois et je ne suis pas là pour chercher des applaudissements. Dans certains cas, il y a des décalages, il y a de retard. Un cas précis, notre représentation permanente à Genève, ça fait plus de 2 mois que déjà à mon niveau, tout a été fait pour apurer tout. Mais je vous dis jusqu'au moment où je vous parle, là-bas, en Suisse, l'argent n'est pas encore tombé dans le compte. Et là, il y a des petits problèmes. Donc, les diplomates qui m'entendent comprennent ce que je dis. Mais du point de vue du ministère des Affaires étrangères, tout a été fait, les finances, le budget, mais nous sommes dans ces petits problèmes-là. Bon, à part les loyers, parce qu'il y en a tellement beaucoup, on a beaucoup de représentations à travers le pays. Oui.
Ils ont un problème de charroi automobile qui ne vient toujours pas. Oui. Et puis, on se pose la question, finalement, si on ne sait pas vraiment faire face, est-ce que c'est important qu'on continue à avoir des représentations dans différents pays? Et si on ne pouvait pas, on peut retenez bien la question, retenez bien la question à la gorge. On y reviendra. Une question est de savoir s'il faut continuer avec le nombre